Merci à tous. Écoutez, bonjour. J'étais d'abord un peu effrayé en voyant non pas l'intitulé de colloque de ce matin, mais plutôt l'intitulé de mon intervention, en disant qui commençait par allocution. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous asséner un discours de 30 minutes sur ce que pourrait être la compliance, la transparence, la conformité ou le contrôle légal interne. Je vais plutôt essayer d'échanger avec vous de quelques éléments un peu sur le contexte de la réforme actuelle. Je peux aller à rigueur aussi, si vous voulez, si je ne prends pas trop longtemps de temps de parole, vous donner un peu de temps à la fin si vous avez des questions à poser, ça sera beaucoup plus simple aussi dans le cadre d'un échange, et faire une intervention vraiment centrée sur ça. Si je peux résumer, non pas la réforme actuelle, mais ce qui est en train de se passer en ce moment. Je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, ce n'est pas la réforme uniquement de la loi transparence. Je suis le conseiller juridique d'un ministre qui est extrêmement sensibilisé sur le problème des entreprises, ça je ne rentrerai pas sur le détail, qui a une loi croissance, au sein de laquelle il y a eu un certain nombre de mesures qui malheureusement n'ont pas prospéré, je reviendrai tout à l'heure, mais qui étaient directement en lien avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui en fait en réalité un morceau, une partie. Je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, en tout cas, c'est une double réforme culturelle. Ce n'est pas un problème, je dirais, de droit. Je dirais que la question qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'on est en train de passer d'un modèle que les anglo-saxons connaissent depuis longtemps, qu'en France on n'a absolument pas encore intégré, qui est, en gros, la question n'est pas de savoir c'est what's legal, la question est de savoir c'est what's right. Et pour une entreprise, la vraie question, elle est là. C'est-à-dire que, et je n'utilise sciemment pas la traduction française, parce que le right en français, on pourrait dire juste, c'est pas la question, c'est ce qui est bon, ce qui est bien pour une entreprise. La vraie question qui se pose aujourd'hui pour nos entreprises, elle est là, c'est-à-dire dans un monde où toutes les transactions, tout le commerce, toutes les relations sont totalement dématérialisées et mondialisées, le droit démondialisé s'applique à nous directement aussi. On ne peut pas espérer un seul instant être dans une économie totalement ouverte mondialement et de l'autre côté ne pas avoir en retour les pratiques et le droit, je dirais, de la nature ou dominant mondial qui viennent vers nous aujourd'hui. Et que espérer que les entreprises françaises se situent à l'extérieur de ce schéma global est absolument vain. C'est aussi espérer de penser qu'un jour ou l'autre, un nuage qui viendrait d'Ukraine ne traverserait pas la France. C'est exactement le même sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette posture-là. Cette question qui se pose à nous, elle est là. Alors, cette double réforme culturelle, je vais reprendre et en même temps essayer de rebondir sur quelques éléments qui ont été exposés à la table ronde à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister et d'écouter sur plusieurs points. Quel est l'intérêt des entreprises ? J'ai envie de dire d'abord, la première chose qui ne vous échappera pas, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre d'une concurrence mondiale. Que l'utilisation des règles en matière de corruption, de blanchiment, ou du non-respect des règles en matière de corruption ou de blanchiment est un instrument de concurrence mondiale. Un instrument entre entreprises, un instrument des États vers les entreprises. Il n'y a pas de meilleur outil de déstabilisation d'un groupe que celle-ci. Montrer que vous n'êtes pas capable de gérer votre corruption, c'est le meilleur moyen de vous dépecer aujourd'hui. J'ai eu la chance, avec mon ministre, d'aller visiter une entreprise française. Je vais prendre un exemple. Ce n'est pas une question de dépeçage, vous allez voir tout de suite l'exemple. Vous allez le reconnaître assez facilement parce que c'est un domaine assez spécifique. C'est une entreprise dont la filiale est spécialisée dans la construction de fusées. Donc il y en a beaucoup, la concurrence est très forte, donc vous ne devinerez jamais qui c'est. Et qui construit du moteur jusqu'au dernier étage qui contient le satellite. Et le directeur général de l'entreprise était extrêmement fier d'expliquer que le directeur de la conformité, non pas au sens légal, mais au sens technique du terme, était directement rattaché avec lui. Il nous a expliqué directement tous les processus de sécurité, triple vérification de chaque pièce, triple vérification de la conformité de chaque pièce, triple vérification de la conformité des pièces qui viennent de l'extérieur, etc., 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 de façon à être certain que la fusée, au moment donné, toutes les pièces, plus d'1 million de pièces assemblées les unes avec les autres, tout décolle et la fusée livre bien le satellite au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure et dans les bonnes conditions prévues contractuellement. Sinon, ça coûte très cher. Et après, on discutait, je disais, mais comment ça se passe chez vous en termes sur d'autres sujets plus tard, juridique et compliance. Il dit ça, la partie compliance, moi je m'en occupe pas, j'ai un directeur juridique, ça fait partie d'une division. Je lui dis, vous savez, moi je suis magistrat à l'ordre judiciaire, je suis parquetier dans l'âme, mais nous sommes plaisir dans la vie, c'est de poursuivre des entreprises qui ne respectent pas la réglementation. Et que votre fusée en la matière, vous avez beau avoir une triple vérification technique de toute votre pièce. Si moi, je sais que l'une de votre pièces a pour origine quelque chose qui est lié à la corruption, votre fusée ne partira pas avant plusieurs années. Elle restera clouée au sol. Et là, vous avez un problème. Parce que ça, vous ne l'avez pas prévu. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important dans le cadre d'un processus d'une entreprise. C'est que dans le cadre d'un processus d'une entreprise, se retrouver dans la situation où soit parce que je fais l'objet d'une procédure d'un État, ça peut être les États-Unis, ça peut être la Grande-Bretagne, demain, ça sera la Chine,
qui fait une procédure d'un État parce qu'on a considéré qu'à un moment donné, c'est l'extraterritorialité, que vous n'avez pas respecté les règles d'un marché public, d'une commande, des règles de corruption dans un État donné dans le monde entier, parce que nous sommes en pleine extraterritorialité des règles applicables, alors je suis en droit de vous poursuivre. Je suis en droit de vous demander des comptes, et je suis même en droit, vous, dirigeant à titre personnel, de lancer une procédure contre vous à titre personnel. Ça, c'est un des points extrêmement importants en termes de déstabilisation des entreprises, etc. Et si les entreprises doivent se mettre en conformité, c'est parce que la notion de réputation, la notion d'exemplarité sont aussi des éléments qui seront directement pris en compte dans le cadre de la concurrence mondiale. En matière de financement et d'investissement, très rapidement, quand vous aurez des fonds, des structures d'investissement qui viendront chez vous, ils vous donneront votre passeport de conformité. Car il sera hors de question d'aller investir dans une société qui, du jour au lendemain, peut se retrouver en termes réputationnels, en termes pénals et en termes de procédure, impliquée dans un problème de corruption, de blanchiment, ou X non-respectabilité de conformité dans un endroit donné du monde. Et cette problématique du financement et de l'investissement, vous la retrouverez aussi directement dans vos entreprises. Ce n'est pas qu'un problème interne de l'égalité, c'est un problème général, culturel, d'éthique. Et cette volonté, cette exigence d'éthique, vous la retrouverez. Ça, c'est un point extrêmement important. Sur autre sujet, qu'est-ce qui se passe actuellement? On évoque la loi transparence, dite loi Sapin 2, qui, dans la deuxième partie de la loi, en tout cas dans le titre de la loi, vous avez aussi efficacité et développement économique. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas que transparence, ce n'est pas que corruption, c'est aussi développement et efficacité économique. Les deux sont totalement liés. Vous êtes dans un contexte global où, en ce moment, un certain nombre de règles vont arriver. Effectivement, on a cité la loi transparence. Je vais vous citer l'article 5 du règlement qui a été voté le 14 avril dernier au niveau communautaire en matière de protection des données et de données personnelles. Sur l'article 5, sur le sujet, il est moins apparent que l'article 8 de la loi transparence. La loi transparence, je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez parfaitement décrit dans la discussion, on prévoit un certain nombre d'obligations. Si vous ne respectez pas vos obligations, vous encourez, si vous êtes personnel, 250 000 €, si vous êtes une personne morale, 1 million d'euros. Là, ce qu'on va exiger sur vous, en matière de protection des données, c'est d'avoir à l'interne une vraie procédure de compliance, de vérification des données, d'être capable de justifier à tout moment à l'autorité de contrôle que vous avez une procédure interne de contrôle des données et de protection de la vie privée en matière de données. Et si vous n'êtes pas capable de le justifier, c'est 4% de votre chiffre mondial que l'autorité de contrôle sera à même de prononcer à titre de sanction. On est à 1 million en matière de corruption, 4% de chiffre d'affaires, rien que sur la protection des données. Je vais vous citer autre chose, qui n'a rien à voir. Texte sur la justice du XXIe siècle, passé en commission la semaine dernière. Action de groupe en matière de discrimination. Vous avez aujourd'hui une action de groupe en matière de discrimination. Action de groupe en matière de discrimination à l'embauche, préalable au contrat de travail, action de groupe en matière de discrimination dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, donc dans le cadre de la réalisation de carrière au sein de l'entreprise. Vous devrez être à même, via l'action de groupe qui est ouverte à l'ensemble des associations qui ont pour objet social de lutter contre la discrimination, de devoir vous justifier à tout moment que vous êtes parfaitement en conformité. En matière environnementale, loi biodiversité, création du préjudice environnemental. Spécifique. Loi justice du XXIe siècle, création d'une action de groupe en matière d'atteinte environnementale. Spécifique. Avec une particularité juridique, très nouvelle en droit interne, passée totalement inaperçue. Comme on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile de réparer un préjudice environnemental individuel en disant j'ai une action de groupe où on doit avoir un intérêt commun à agir, la sanction de l'action de groupe pourra être une réparation collective, une sorte d'amende administrative qui sera prononcée à l'encontre de l'entreprise avec la somme affectée à un projet de développement environnemental. Et là, on est aussi sur des résultats de chiffre d'affaires qui dépassent largement le million d'euros. Faites la conjonction de loi transparence, règlement des données qui est d'applicabilité directe, qui n'a pas besoin de transposition, il s'appliquera directement. Faites la conjonction de l'action de groupe en matière de discrimination, la conjonction de groupe en matière de risque environnemental, et là vous allez avoir un ensemble qui va arriver sur les entreprises, qui vont imposer systématiquement aux entreprises de devoir se justifier. La double révolution culturelle que je suis en train de décrire, elle se situe sur 2 points. Le premier point, là je vais me mettre, tout le monde à dos dans la salle, parce que je sais qu'il y a un débat entre directeur juridique, entre compliance officer, entre risk manager. Je vais le résoudre, et comme ça vous allez tous d'accord contre moi. La vraie révolution, c'est pas celle-ci, c'est le General Counsel. En France,
on va devoir aller vers un general counsel. Ça renvoie au débat que vous avez tous et qui est une évidence, qui est qu'en gros, la vraie problématique qui se pose, ce n'est pas tant de vous sensibiliser, vous, directeur juridique ou compliance officer ou risk manager, vous en êtes totalement conscient du risque, mais vos dirigeants. Car le risque aujourd'hui, il est construit, et vous prenez la loi de transparence, l'article 8, sur les dirigeants. Le premier terme de responsabilité, ce sont les directeurs généraux et les membres de la direction. C'est eux qui sont responsables à titre premier, individuel et direct. Je sais qu'une question a été posée sur la délégation. Il n'y a pas de délégation. Première responsabilité, celle-ci. La responsabilité de la personne morale, elle est complémentaire et accessoire. Elle se situe dans le 2 Romains, dernier alinéa. Premier alinéa de l'article de la loi de transparence, c'est les dirigeants. Directeur général doit. La responsabilité qui pèse sur lui, c'est que vous devez justifier, vous, en tant que dirigeant, vous avez mis en place une structure de conformité effective. Donc l'effectivité, ce n'est pas de dire j'ai nommé un directeur de la compliance, directeur juridique ou quelqu'un qui s'occupe de la compliance et un site internet avec un numéro d'appel international, regardez à quel point je suis exemplaire. C'est de dire votre truc, ça ne marche pas et c'est votre responsabilité, quelles que soient les personnes que vous avez nommées. La responsabilité, elle est personnelle, directe, non délégable. C'est le dirigeant. Deuxième responsabilité, accessoire et complémentaire, c'est la personne morale. Donc je pense que si vous devez avoir une discussion avec vos dirigeants, elle est celle-ci. C'est-à-dire que si on s'inspire, nous, aujourd'hui, d'une manière en réalité beaucoup plus soft que le droit américain, c'est que les États-Unis ont parfaitement compris que le sujet, c'est avant de lancer une procédure sur une personne morale en matière, dans le cas soit de l'FCPA, soit de l'Anti-Bribery Act, c'est qu'ils visent les deux. Et qu'un certain nombre d'entreprises au niveau mondial, au début, ne veulent pas coopérer. Que font les États-Unis et les autorités fédérales? C'est simple. J'émets un mandat d'arrêt à titre personnel contre le dirigeant de l'entreprise Monde. Et quand ce dirigeant s'aperçoit que dès lors qu'il prendra l'avion pour sortir des frontières de France, il risque de se retrouver dans une prison à New York, à Washington ou à Miami, comme ça arrivait il n'y a pas très longtemps, là, il change complètement d'optique. Parce qu'une fois qu'il est en prison tout seul avec une combinaison orange, il a un problème. Et là, le vrai du sujet, il est là. C'est-à-dire qu'à l'égard des dirigeants, il faut qu'on prenne totalement conscience au travers des personnes morales qu'on est vraiment dans un système où l'enjeu, c'est l'entreprise, l'enjeu, c'est la réputation de l'entreprise, c'est l'exemplarité de l'entreprise et que les dirigeants en sont redevables à titre personnel sur ce sujet. Et la notion de compliance telle qu'elle est construite dans l'article 8 de la transparence, c'est ça. Sur le sujet, toujours de cette révolution culturelle qui est en train d'arriver, c'est ce que j'expliquais à l'instant, c'est qu'on va devoir arriver au General Counsel. C'est-à-dire qu'il est absolument évident qu'à partir du moment où cette obligation de conformité, parce qu'on a des enjeux internationaux, des enjeux de concurrence internationaux et des enjeux de financement internationaux sur le sujet, font qu'on va devoir avoir des personnes qui vont être directement rattachées auprès des dirigeants, ce que nous on appelle les COMEX ou le CNO, si on prend l'exemple américain. Sinon, on va se retrouver dans une structure qui sera totalement en décalage entre le niveau réel de la responsabilité et le niveau de gestion de la responsabilité. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je peux vous dire que j'ai une procédure en interne qui sur un plan papier ou d'affichage est parfait que je suis pour autant exemplaire. Là aussi, vous avez des exemples internationaux et en matière automobile allemande, vous en connaissez. Où, effectivement, la compliance interne est parfaite. Parfaite. Vraiment même exemplaire au niveau mondial. Je pense qu'à la fin, une fois que l'amende américaine sera prononcée, on verra ce qui restera du chiffre d'affaires mondial de l'aide. C'est là, le sujet. La révolution culturelle, on les a sur ces différents points où les entreprises, encore une fois, vont devoir se mettre en France, au niveau de ces standards internationaux. Et je suis parfaitement d'accord avec la réflexion qui est faite de dire oui, mais moi je suis dans un marché mondial où moi je dois respecter des règles, je dois être totalement exemplaire, mais de l'autre côté, j'ai des endroits, des pays, des entreprises qui elles ne le sont pas, et je me retrouve là pour le coup en vraie discordance de concurrence du fait de ce décalage, de ce coût de cette structure. C'est vrai. Mais le sujet, c'est que je ne peux pas commencer à m'expliquer que je suis en décalage, etc., et c'est pour ça que je ne vais pas respecter les règles, alors que la finalité, au moment in fine, c'est que à un moment ou à un autre, de toute façon, je vais me retrouver, ou ces entreprises vont se retrouver entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que la position, la posture de dire je peux continuer à vivre comme ça pendant 10 ans, arrive jusqu'au jour où ça me tombe dessus. Sauf que le jour où ça me tombe dessus, c'est trop tard.
Encore une fois, la France se met au niveau des standards internationaux. Je ne citerai pas, et aujourd'hui la section 7 du Bribery Act anglais est en place depuis 2011, je ne citerai pas l'article 102 suisse du Code pénal suisse qui prévoit exactement le même type de conformité qui est antérieur au Bribery Act anglais, qui est véritablement, historiquement, un des éléments les plus précurseurs en la matière. On condamne la Suisse sur le secret fiscal, mais la Suisse était très en avance au niveau européen et mondial en matière de compliance et d'obligation de structure de compliance. Mais ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Ça, c'est la révolution culturelle qui est en train d'arriver, où effectivement les entreprises vont devoir se structurer, mettre en place de vraies structures de compliance, et la mise en place en parallèle d'un service, en tout cas sur l'intitulé actuel du texte, c'est un service rattaché auprès du ministre du Budget et de la Justice sur les équilibrages politiques. Je ne sais pas, au terme du processus parlementaire, où sera placé le service, si ce sera encore un service, si ce sera une autorité ou ce sera une direction, mais en tout cas, on est bien sur cette logique-là. La logique aussi qui va s'imposer au travers de cette structure, ça va être double. C'est que le service va devoir effectivement vérifier que vous êtes bien en conformité. Nous sommes sur les entreprises plus de 500 salariés, niveau groupe mondial. Nous sommes sur les entreprises de plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Je rappelle qu'en matière de protection des données, il n'y a pas de limite. C'est au premier euro de chiffre d'affaires. C'est important parce que cela aussi, on le regarde, et ça concerne, en matière de protection des données, l'article 5 est explicite sur le sujet, toute la chaîne de sous-traitance. Vous devez vérifier que toute votre chaîne de sous-traitance qui est derrière est parfaitement en conformité en matière de protection des données. Et vous devez le justifier auprès de votre autorité de contrôle. On est passé d'un système d'autorisation préalable qui, critiquable mais en réalité confortable juridiquement, à un système de déclaration de contrôle a posteriori. Plus souple, a priori, plus compliqué à gérer a posteriori. Donc ça va être ça, un point qui va être extrêmement important. Le service qui va être mis en place, en tout cas, quel que soit l'intitulé, aura une finalité à peu près identique. Non seulement ça sera une autorité qui devra définir ce qu'on peut appeler des lignes de conductrices, des lignes de conduite, des schémas de compliance, aura un pouvoir de contrôle, d'auditer les entreprises sur leur plan de compliance, et aura un pouvoir, avec une partie de l'autorité spécifiquement dédiée, un pouvoir de sanction. Je crois que dans l'évolution à venir, il y a deux choses à voir. La première chose à voir, c'est qu'on va rentrer dans une logique d'audit. La logique d'audit, c'est que dans un premier temps, avec la nouvelle autorité qui va se mettre en place, ou services et les entreprises, on va rentrer dans une sorte de ce qu'on devra appeler de dialogue constructif. Enfin, avec ceux qui voudront dialoguer d'une manière constructive. Et l'autorité devra aussi dialoguer d'une manière constructive, pour voir comment on construit un plan de compliance, sachant qu'en gros, grosso modo, chaque structure a sa spécificité, et vous n'aurez jamais un canevas général qui sera auto-duplicable et auto-applicable à l'ensemble des entreprises. Ce n'est pas vrai. Donc il y aura des vérifications, il faudra les appliquer à chacune des structures. Et ça, l'autorité devra le faire. L'autorité devra faire aussi rentrer dans un schéma, à un moment ou à un autre, de rescrit. C'est-à-dire que vous devrez être capable, vous, d'aller l'interroger en disant « Est-ce que moi, je suis bien en conformité si je fais ça par rapport à mes spécificités ?» Et elle devra, à un moment ou à un autre, prendre ses responsabilités et devoir s'engager. Ça, c'est du point de réflexion. Autre point de réflexion aussi, c'est vous, dans votre structure interne. Et là, je vais passer sur la deuxième partie de ce que je voulais dire, le petit message que je voulais vous livrer ce matin, c'est la deuxième réforme culturelle, qui, elle, n'est pas aboutie. Et la deuxième réforme culturelle, elle n'est pas aboutie parce qu'elle n'est pas privée, ne relève pas de vous, mais elle est publique. Car le public a un niveau d'exigence extrêmement important à votre endroit. Quand je parle vous, c'est les entreprises d'une manière générale, et je crois que nous avons parfaitement raison. De l'autre côté, vous êtes en droit, vous, d'avoir un retour d'exigence identique, et là, on n'a pas de problème. Ce n'est pas d'exigence de compliance de l'État. C'est une exigence d'avoir la culture de la compliance au niveau de l'État. Ce n'est pas la même chose. La culture de la compliance au niveau de l'État, c'est de comprendre ce que c'est que d'être exemplaire pour une entreprise et ce que ça induit en termes de régulation. Donc je reviens sur le sujet que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire la logique d'audit. La logique d'audit, c'est qu'à un moment donné, c'est que vous serez vraisemblablement obligé de passer par des auditeurs extérieurs qui devront à un moment donné être capables de rentrer chez vous et de vous dire votre structure, pour faire très simple et très court, de compliance ou de conformité interne, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est faible sur certains points, améliorable sur d'autres, elle est parfaite sur d'autres sujets. Et vous devrez à tout moment non seulement travailler avec ces auditeurs, ce qui ne vous dispense pas d'avoir ce travail propre en interne, mais d'avoir aussi à un moment donné, en gros, une sorte de, non pas de quitus, mais de pouvoir être justifié près de la future autorité, à un moment donné, ou d'une action juridique ou judiciaire de l'autre côté, qu'en réalité, vous avez déjà pris vos meilleures précautions en faisant auditer à l'intérieur, que vous avez des remarques, que vous avez améliorées, dans tel sens, ou pourquoi pas vous ne l'avez pas amélioré parce que, etc., etc., etc. Ça fera partie du dialogue constructif. Donc ça veut dire que vous allez avoir aussi besoin de structures qui, en interne, sont capables de discuter, en externe, sont capables de discuter avec vous et de gérer des secrets.
Car là, c'est là où c'est un sujet. C'est le gros paradoxe. Le grand paradoxe en matière d'exemplarité, de transparence, c'est plus on a d'exigences en termes de, je qualifie pour résumer, de transparence, plus je dois avoir la capacité de vos données de gérer la confidentialité. Et ça, c'est le paradoxe. Penser que la transparence, l'exemplarité, c'est tout est ouvert, je fais comme tout et en les lumières de tous, c'est faux. Pour pouvoir que ça soit totalement effectif et efficace, il faut que de l'autre côté, je sois totalement capable de gérer de la confidentialité. Et en interne, et dans un cadre juridique sécurisé. Et c'est là où la révolution culturelle n'a pas encore eu lieu et devra avoir lieu. Est-ce qu'elle aura lieu à l'occasion de cette loi? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'on a eu des débats au Conseil d'État qui ont montré qu'on était encore sur des postures, je le dis, c'est à titre personnel, qui faisaient qu'on n'avait pas encore passé ce pas, mais on va être obligé de le faire. C'est trois choses. C'était la compensation d'intérêt public, c'est le legal privilege, et c'est la capacité aussi d'avoir un système d'impunité. Je reviens sur la compensation publique. La compensation publique, c'est rien de nouveau sous le soleil. La compensation publique, c'est l'article 153A du Code pénal allemand qui prévoit le classement conditionnel. Vous avez fait, je considère que vous avez fait en gros un manquement ou vous avez fait atteinte en matière de corruption, vous reconnaissez les faits, je vous astreins pendant 12 mois à effectuer telle chose ou à payer telle amende ou à vous mettre en conformité sur tel point. Si vous avez respecté tout le plan de conformité induit, alors je classe votre procédure. C'est ce qu'on a prévu dans l'article 9, mais sans la compensation publique avec le monitoring. Là, on a un problème, c'est qu'on avait deux jambes, on n'en a plus qu'une. C'est-à-dire qu'on a le monitoring, mais on n'a pas le moyen de vous obliger à le faire et de le respecter. Ou si vous le respectez, ben, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, la bonne conduite. Très bien, et alors? Si vous ne le respectez pas, c'est une nouvelle sanction, mais si vous le respectez, ce n'est pas pour autant que vous êtes, entre guillemets, absous. Je vous donne l'indulgence, si je reprends les schémas religieux du XVe siècle, je ne donnerai pas une indulgence pour ce que vous avez fait précédemment. Donc là, on a un problème de déséquilibre. Et pourtant, le droit allemand le prévoit. Le droit norvégien, dans l'article 255 du Code pénal, est exactement sur le même sujet, c'est le classement provisoire. Toujours dans la main de l'Økokrim, c'est l'équivalent en matière de notre parquet national financier, si on devait prendre des procédures d'analogie en matière norvégienne. L'article 255 prévoit que l'Økokrim, en la matière, peut vous proposer une transaction provisoire, vous mettez en conformité, et à partir de ce moment-là, si vous avez respecté votre programme de conformité, pas de poursuite. Si vous ne l'avez pas respecté, une peine de prison, une sanction pécuniaire qui est prévue initialement. C'est-à-dire que dans la Convention, on vous dit très clairement, si vous ne respectez pas, vous encourez telle peine d'amende ou telle peine de prison à titre individuel si vous êtes personne physique. Vous savez dès le début clairement où est-ce que vous vous situez, qu'est-ce qui se passera ensuite. On retrouve la même chose dans l'article 53, évidemment, du droit suisse, puisque l'article 102 du Code pénal suisse a été prévu avec l'article 53, c'est-à-dire possibilité de compensation. Pourquoi ? Parce que c'est un point qui a été dit tout à l'heure et qui est fondamental sur le sujet. C'est le problème classique, mais évident, de l'auto-incrimination. À partir du moment... Enfin, si on reprend le rapport de l'OCDE de 2014, où il s'aperçoit... il y a un chiffre qui est donné, qui pour moi est extrêmement intéressant, c'est que... vous citiez tout à l'heure les 70% du fait des chaînes d'intermédiaires. Ce n'est pas celle-ci qui m'intéresse le plus, c'est le chiffre de 28% des cas de corruption, de condamnation de corruption ou de signalement de corruption qui sont apparus du fait d'acquisition. C'est quand vous avez fait l'acquisition, vous êtes en fusion-acquisition, vous apercevez que celui, parce qu'on se met toujours du côté du bon, que vous avez acquis, lui n'était pas totalement conforme. Et vous découvrez au fil du temps qu'il y a quelque chose, je dirais dans les arrière-cours, dans quelques placards, qui finalement ne sont peut-être pas totalement exemplaires, qui pourraient donner lieu à quelques problèmes en matière pénale, parce que vous avez intégré la structure, il y a eu un transfert total le patrimoine universel vous est revenu, et donc le patrimoine pénal vous revient également. Et donc, à ce titre-là, vous êtes directement responsable, et vous êtes directement responsable, si on prend l'article 8 de la transparence, vous, directeur général, et votre structure en matière de compliance, corruption, et responsable, si évidemment il y a des éléments de corruption. Et là, la difficulté qu'on a à ce moment-là, c'est qu'effectivement, comment proposer à une entreprise de dire, vous devez impérativement aller regarder chez vous que tout est parfaitement exemplaire en totale conformité, et le jour où vous découvrez quelque chose, vous apercevez que vous avez quand même un problème, c'est que peut-être que c'est un agent qui, de son côté, a été corrompu à titre individuel, mais juridiquement, directement, vous êtes au minimum co-auteur. Vous, personne morale, et vous, dirigeant. Et en tout cas, la personne morale. Donc, dès lors que vous découvrez la corruption à l'interne, vous découvrez que vous êtes corrompu.
Et là, ça pose la difficulté comment gérer ce problème de corruption interne. Parce que le problème de la compliance, c'est celui-ci, c'est aussi un autre sujet, mais qui est extrêmement important. Il ne suffit pas de dire j'ai une parfaite structure qui me permet de découvrir des choses. Le vrai problème, c'est une fois que j'ai découvert quelque chose, qu'est-ce que je fais? Et en général, je suis certain, c'est la question que vous posez à vos dirigeants qui n'aiment pas du tout. C'est-à-dire le thème, en gros, ils préfèrent qu'on ne découvre rien, parce que c'est quand même mieux, ils savent que je suis exemplaire, c'est quand même rassurant. Et le jour où je découvre que je ne suis pas exemplaire, j'ai quand même une grosse difficulté, c'est que qu'est-ce que je dois faire et quelle décision je dois prendre. Et là, c'est compliqué. Parce que l'auto-incrimination, elle est évidente. Je suis auto-incriminé en tant que personne morale, et selon la nature de la décision que je vais prendre en tant que personne physique, est-ce qu'on peut me poursuivre aussi pour la même coaction ou la complicité? Ça, c'est une vraie question. Juridiquement, je n'ai pas de doute, mais ça, c'est mon côté procureur. Mais je crois que c'est le vrai sujet. Et là, il faut permettre aux entreprises, aux dirigeants d'entreprises, via la compensation publique, de pouvoir aller gérer avec les autorités ce genre de problème. Il faut leur permettre aussi, au-delà de la compensation publique, d'avoir un vrai programme d'immunité. Et c'est là aussi, je rebondis sur un point qui a été dit tout à l'heure, on est en train de réformer le droit des lanceurs d'alerte. C'est très bien et c'est nécessaire. Mais vous, dans l'entreprise, vous êtes exactement sur le même niveau. Quand vous découvrez, via une procédure d'alerte interne, qu'il y a un gros problème, vous devez être exactement dans la même situation de gestion du problème. Après, il faudra vérifier avec l'autorité conséquente, soit l'autorité administrative spécifique, soit l'autorité judiciaire, que vous l'avez parfaitement bien réglé et vous devrez le justifier. Ça, c'est, à mon avis, c'est une évidence. Mais de l'autre côté, on doit pouvoir permettre de mettre en place et de négocier un programme d'immunité. Car si vous ne le faites pas, vous avez un problème. Et là, l'ensemble des droits sont totalement adaptés. Vous avez un sujet qui est complètement déséquilibré entre, d'une part, l'obligation de compliance, de veiller à titre préventif qu'il n'y ait rien, et le cas échéant, si vous découvrez qu'il y a quelque chose, de devoir le régler en interne et en même temps dégager votre responsabilité, in fine, c'est aussi le but de la compliance du général counsel, en réalité, de le gérer à ce titre-là, et de pouvoir en sortir. Troisième point, distinct, qui n'est pas complètement en corrélation, mais qui est aussi nécessaire en réalité, c'est le secret des affaires. Ou le légal, et avec un autre point qui est aussi important, le legal privilege. Vous ne pouvez pas gérer véritablement juridiquement une procédure interne, non pas de compliance à titre de prévention, mais une procédure interne de découverte de faits. Je me mets toujours dans la position maximaliste. C'est-à-dire, je découvre, je cite corruption, mais on a cité la concurrence, on va citer la discrimination, on va citer tout un tas de domaines. La discrimination est aussi pénalement répréhensible. Donc on va citer tout un tas de domaines, on doit vous mettre en position. Quand vous découvrez quelque chose qui, in fine, pose un gros problème d'ordre juridique et pénal à votre entreprise, de pouvoir le gérer en interne sur une procédure de confidentialité. Que ça se fasse sous une forme de legal privilege, je dirais à l'anglo-saxonne. En gros, via mon general counsel et via des gens qui ont cette qualité en interne, de lawyer en interne, de pouvoir la possibilité de gérer ce secret, cette confidentialité interne. Que ce soit au travers des directions juridiques, des juristes d'entreprise qui en puissent en bénéficier dans le cadre d'une chaîne spécifique, c'est à peu près identique en termes de problématiques pour moi. Le principal, c'est qu'on ait de toute façon ce type de procédure. On a essayé d'introduire en droit interne dans la loi croissance avec le succès, vous avez parfaitement constaté. Comme on a essayé d'introduire en droit interne le secret des affaires avec le succès, vous avez complètement sur lequel vous avez tous applaudi. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a la nécessité, si on veut aller vraiment dans cette réforme, cette double révolution culturelle au niveau des entreprises, d'avoir cette révolution culturelle au niveau de la régulation publique en la matière. Et qu'il faut aller. Ce n'est pas une question de rendre les choses permissives, c'est de donner aussi des moyens aux entreprises, via le legal privilege, sur certains aspects de secret des affaires, sur le sujet de la compensation d'intérêt général ou la négociation, comme on peut l'appeler comme on veut, ou du classement provisoire ou conditionnel, si on prend des exemples étrangers, de pouvoir donner aux entreprises tous les moyens de gérer en interne ces procédures et, in fine, de garantir à la personne morale et le cas échéant aux dirigeants que parce qu'ils sont parfaitement exemplaires dans leurs procédures, exemplaires dans leur mode de règlement de leurs difficultés, alors qu'eux vont se retrouver dans une situation qui ne sera pas mise en cause. C'est toute cette réforme que nous devons mener. Nous avons le premier point qui arrive aujourd'hui, qui de toute façon arrive, encore une fois, avec l'article 8 de la loi de transparence, mais vous le retrouverez. Je n'arrête pas de le citer, parce que pour moi, il est aussi important, voire plus important. En réalité, il va être beaucoup plus lourd à gérer pour certains types d'entreprises, voire même pour beaucoup d'entreprises, que l'article 8, parce que l'article 8 de la loi de transparence, en réalité, renvoie, vous l'avez tous noté, à des standards internationaux qui sont déjà ultra connus.
Si vous êtes déjà sur les marchés mondiaux avec, directement en front avec la réglementation américaine ou la réglementation anglaise, vous gérez déjà ce genre de choses. Donc ça, vous savez le faire. En revanche, l'article 5, c'est totalement nouveau. C'est totalement nouveau, et là, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de précédent. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir construire, parce que les sanctions de l'autre côté sont en réalité beaucoup plus importantes en termes financiers, plus, dernière nouvelle, J21, une action de groupe sur ce sujet. C'est-à-dire que l'article 5, en tout cas tout le règlement, vous oblige à respecter un certain nombre de choses en matière de protection des données, et dans la justice du XXIe siècle, on a prévu, en cas de manquement, une action de groupe. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec deux types de procédures, régulation publique et, je dirais, action collective, privée sur le sujet, et toujours sur la même chose. Où là, vous allez devoir justifier beaucoup de choses. Les coûts derrière peuvent être extrêmement importants. Donc, voilà à peu près le schéma que je voulais décrire aujourd'hui sur ce point, et les quelques éléments que je voulais vous donner. Je n'ai pas voulu vous faire un discours, simplement vous donner un peu dans quel contexte on se situe. On est sur un premier point d'étape. Peut-être qu'au cours des débats à l'Assemblée, au Sénat et les allers-retours, on aura une évolution du texte sur les derniers points que j'ai soulevés, c'est-à-dire l'évolution culturelle, qui est très compliquée en réalité. Je pense qu'on renvoie à un schéma de culpabilité dans notre droit interne duquel on a du mal à sortir. C'est d'abord vous devez être déclaré coupable, ensuite je peux vous absoudre. Ça renvoie à la notion de bonne conduite évoquée tout à l'heure. Dans le droit, il n'y a qu'un domaine où la bonne conduite est reconnue, en droit pénal en tout cas, et en droit civil elle n'existe pas. C'est en matière d'exécution de peine de prison. Donc la bonne conduite, c'est le seul domaine où le code pénal l'organise, où vous avez le droit à une diminution de peine en prison si vous êtes bien conduit. C'est tout. Donc, je réponds à la question tout à l'heure sur la bonne conduite. Oui, elle existe, mais c'est pas celle-ci. Enfin, c'est plutôt pas celle-ci à laquelle vous attendiez. Donc, voilà, aujourd'hui, comment ça se situe. Je crois que vous, volontairement et forcé, mais de toute façon, les deux, il faudra le faire, la mutation devra avoir lieu, et vos dirigeants, de toute façon, devront, à un moment donné, pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'entends, parce que beaucoup d'entreprises sont déjà totalement dans ce schéma-là. Il ne faut pas non plus tirer une saignée d'alarme et de faire une sorte d'état des lieux catastrophique. Ce n'est pas vrai. Beaucoup d'entreprises sont déjà, depuis longtemps d'ailleurs, sur ce genre de démarche. Mais les dirigeants devront de toute façon faire de l'éthique et de l'exemplarité un élément de politique interne aussi important qu'une stratégie de développement, d'investissement ou de commercial. C'est aussi important. Ça sera, et ça le sera aussi important. C'est ce que moi j'appelle aussi la révolution du General Counsel, parce que les structures internes vont devoir forcément évoluer. C'est une évidence aussi. De l'autre côté, la deuxième révolution, on commence à la faire. On va essayer de la porter. On va peut-être la porter dans les quelques mois qui viennent, plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui sont, pour le coup, déjà inscrites dans la réflexion, dans les obligations de modification culturelle. Et à un moment donné, il faudra trouver. Merci. Je ne veux pas prendre de votre temps. Si vous voulez poser une question ou deux, je peux. J'ai une question juste technique. C'est sur le champ d'application de la loi. Je m'en inquiète parce que je représente des sociétés étrangères qui ont des filiales en France qui ont moins de 500 salariés. Aujourd'hui, tel que la loi le prévoit, c'est pas très bien défini, pardon de le dire comme ça, mais au final, si j'applique effectivement la loi, je l'applique également en fait à des filiales de groupes étrangers qui ont plus de 500 salariés et qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que vous confirmez que c'est la volonté, effectivement votre volonté, ou est-ce que éventuellement il va y avoir une petite correction dans le texte? Et puis la deuxième question, c'est telle qu'elle est prévue, la loi prévoit en fait, il n'y a pas du tout de période d'adaptation, comme par exemple dans le règlement Data et Privacy. Et donc, par conséquent, la loi va être applicable dès le lendemain de sa publication. Ça veut dire que les entreprises devront avoir un programme de compliance déjà en place, alors même que la loi vient d'être publiée. Ça pose un petit problème, voilà. Ouais. Alors, deux questions différentes. La première question, je ne réponds pas à Boutal parce que je n'ai pas la réponse, parce qu'encore une fois, je ne suis pas capable aujourd'hui. Les débats parlementaires sont toujours quelque chose, non pas de surprenant, mais extrêmement évolutif. Donc, et l'avantage et la qualité du débat parlementaire, c'est qu'on ne sait jamais in fine ce qui sortira du texte au terme d'un débat et plusieurs allers-retours entre les deux chambres. Je vais vous donner simplement par une boutade un exemple. Vous avez une société française qui a été condamnée en Suisse pour l'application de l'article, au titre de l'article 102, c'est parce que la filiale suisse avait été prise, je dirais, condamnée en matière de corruption. Ils sont remontés à la maison mère, qui était en France, sur le thème, vous n'avez pas respecté l'article 102, c'est l'obligation d'une structure de compliance au niveau monde.
Voilà. Donc le sujet, pour moi, il est clair, en tout cas à l'état actuel du texte, c'est celui-ci. Deuxième sujet aussi, c'est que n'oubliez pas que la jurisprudence en matière de corruption en France inclut totalement l'extraterritorialité des règles. Donc la conjonction des deux, je dirais, entre le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui et d'une pratique internationale des autres juridictions et de la pratique de nos juridictions en matière de corruption fait que la première analyse que vous avez faite à ce stade est la bonne. À ce stade. Sur le délai d'application, oui, effectivement, on est sur une application immédiate. Je pense que là, ça fera partie des débats. Je ne sais pas encore vraiment dans quel sens, dans quel sens tout cela va sortir. Moi, je pense que le point le plus important, encore une fois, ce n'est pas le délai d'application de l'article 8. Ce n'est pas celui-ci qui est un vrai problème, parce qu'encore une fois, beaucoup de grosses entreprises en France, sont peu ou prou, non pas peut-être complètement dans les clous, mais ont déjà quelque chose et vont devoir s'améliorer, monter en puissance sur le sujet pour ceux qui n'en ont pas. Je pense que le vrai problématique, c'est les premiers articles qui existent et à la mise en place du nouveau service. Parce que si vous n'avez pas le service, si vous avez un problème de compliance d'un côté et vous n'avez pas le service, ça va être très compliqué de faire fonctionner l'un en l'absence de l'autre, car comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir obligatoirement à un moment donné une obligation de dialogue constructif entre les acteurs économiques, les sociétés et l'autorité. On ne peut pas créer une autorité, je dirais, ex nihilo du jour au lendemain, il faut un service, et même si on reprend les pratiques d'anciennes structures en matière de corruption, parce que là, on rentre vraiment sur quelque chose de nouveau, de pouvoir vous dire, moi, dans mon coin, j'ai défini ce que était la compliance idéale, je vais regarder si votre schéma y correspond, si vous n'êtes pas dedans, je vous tente dessus avec les 3 possibilités de sanction, injonction, monitoring, le cas échéant, et le cas échéant, sanction pécuniaire. Il faudra qu'il y ait un dialogue constructif à un moment donné, et il faudra que ces plans de compliance soient mis en place en fonction de standards, de lignes de conduite, de discussion. Encore une fois, on n'est absolument pas fermé sur la notion de rescrit ou d'engagement sur le sujet, ou pas, encore une fois, mais ça donnera lieu, à mon avis, à cette construction. Et c'est là où moi j'ai un vrai sujet, c'est l'entrée en application. Je ne peux pas avoir un haut critère d'exigence dans le cadre des entreprises si de l'autre côté, je n'ai pas les moyens de définir comment doivent être définis justement ces critères d'exigence. Voilà. Mais ça, c'est un dialogue qui devra avoir lieu avec les assemblées. Une petite question. Donc Marion Marwenda d'Anton Fulbright. J'avais une question en termes d'articulation de la proposition de loi sur le devoir de vigilance avec la loi Sapin, parce qu'effectivement on retrouve cette notion de prévention de la corruption dans la proposition de loi sur le devoir de vigilance. Ouais. Pour l'instant, on est sur 2 véhicules qui ont chacun une vie législative et de calendrier législatif différentes. Je ne peux pas vous dire encore comment ça va se passer entre les deux, parce que d'abord, on n'est pas sur un périmètre totalement égal, d'une part, un champ complètement égal, d'autre part, et d'autre part, on est, sur, comme je le disais, sur des calendriers différents. On est sur un projet de loi gouvernemental qui est sous mes priorités, et on espère qu'il sera voté, grosso modo, au plus tard, entre septembre et début novembre, au plus tard. Parce que là, on a toute la partie législative, mais vous n'avez pas échappé qu'il y a d'autres textes de loi qui s'accélèrent en réalité dans leur procédure en ce moment, mais ce n'est pas lié à au contexte, je dirais, procédural législatif, mais on va vraisemblablement avoir les premiers débats, les premières lectures, avant l'été sur ce texte, et on va sûrement basculer sur septembre-octobre pour la dernière partie du texte. Donc je pense qu'on va arriver sur, en tout cas, le projet de loi transparence sur ce calendrier. Je ne connais pas encore le calendrier, parce qu'on doit passer en 2e lecture sur le texte que vous citez, et je ne sais pas encore si, il va suivre le même calendrier, un calendrier plus tardif, et si après il se mettra en conjonction avec la loi Sapin. Voilà. Je ne peux pas vous répondre parce qu'on est sur 2 véhicules différents et avec 2 modes de gestion législative complètement différents. L'un, c'est le gouvernement qui a la main. On travaille avec évidemment de collaboration étroite avec les assemblées. L'autre, ce sont les assemblées qui ont totalement la main. Bon, écoute, merci. Et désolé d'avoir pris du temps. Merci à tout le monde. Je voulais remercier encore nos intervenants pour leurs interventions précises, claires, honnêtes et grandement utiles. Je voulais remercier notre organisateur, Jean-Yves Tronchon, qui, comme il vous l'a présenté, va suivre un cycle. Et puis je crois que si vous n'en étiez pas convaincu, je crois que maintenant vous êtes convaincu que ces sujets sont au cœur de votre actualité dans les directions juridiques et autres directions dont vous avez la gestion aujourd'hui. Et surtout, rappelez-vous que tout ça aussi va dans le sens de la place du droit dans une entreprise et qu'elle devrait vous aider à montrer en quoi le droit est un véritable levier pour la compétitivité. À bientôt, bon déjeuner.
revoir.